La fiscalité personnelle, et plus particulièrement l'imposition du patrimoine des contribuables les plus fortunés, continue cette année encore d'alimenter le débat public et marque profondément les désaccords entre les parlementaires. En témoignent les débats houleux au sein de l'hémicycle et notamment sur la taxe proposée par l'économiste Gabriel Zucman. À la suite des négociations en vue de l'accord de non-censure, la copie du texte issue de la mise en œuvre de l'article 49.3 de la Constitution acte ainsi des arbitrages sur la contribution différentielle sur les hauts revenus, la taxe sur les holdings patrimoniales ou encore le pacte Dutreil. Pour décrypter cette actualité brûlante et l'anticiper pour gagner en sécurité juridique, j'ai le plaisir d'accueillir Estelle Cupillard et Vincent Berger. Bonjour à tous les deux. Bonjour Marie-Pierre. Commençons ce tour des mesures de fiscalité personnelle et patrimoniale par l'une des mesures phares portées par le gouvernement, la reconduction de la contribution différentielle sur les hauts revenus, la fameuse CDHR. Nous en avions parlé l'an passé, il s'agit d'une mesure de rendement destinée à faire contribuer les personnes physiques les plus fortunées au budget de l'État. Attendue pour une année supplémentaire seulement, elle semble s'installer dans le paysage fiscal. En effet, Marie-Pierre, la CDHR a été annoncée en grande pompe lors de son vote en loi de finances 2025 comme un dispositif permettant de lutter contre l'optimisation fiscale excessive et d'assurer une répartition plus équitable de la charge fiscale. Elle a inquiété de nombreux contribuables. Elle a été instaurée au cours de l'année 2025 et s'est appliquée pour la première fois en décembre 2025 sur des revenus estimés, faute de pouvoir s'appliquer aux revenus de l'année 2024. Dans les faits, il s'avère que peu de salariés sont concernés, leur taux effectif d'imposition étant généralement supérieur à 20%. Sont plus particulièrement visés les contribuables dont les revenus sont principalement constitués de revenus passifs, intérêts, dividendes, plus-value de cession ou carry d'interest, et cela, bien entendu, sous réserve que le seuil d'entrée dans le dispositif soit atteint. Estelle, avez-vous rencontré des difficultés particulières pour cette première année d'application ? Le dépôt de la déclaration en saisie instantanée, donc sans enregistrement d'un brouillon ou d'une version provisoire, dans une fenêtre de 15 jours, ne facilite pas la vie du contribuable. Il n'y a pas de droit à l'erreur. La seconde difficulté a résidé dans le fait que les revenus, et notamment les revenus financiers, ont dû être collectés directement par les contribuables, alors que cette collecte est en général effectuée par les établissements financiers. La qualité de ces informations est d'autant plus importante que des pénalités sont applicables lorsque l'acompte de CDHR est inférieur de plus de 20% de la contribution due. Enfin, il est important de souligner que l'administration fiscale a pris en compte ces difficultés puisque la double authentification a été supprimée pendant cette quinzaine afin de permettre au Conseil des contribuables de faire leur déclaration en leur nom. Le ministère des Finances communique de plus en plus via des FAQ, ce qu'il a choisi de faire pour la CDHR, et ces difficultés seront donc peut-être traitées dans le cadre de celles publiées par Bercy le 1er décembre 2025, qui pourraient être mises à jour, notamment dans le contexte de la prorogation de cette fameuse CDHR. Le gouvernement l'a présenté l'année dernière comme une mesure temporaire, le temps de travailler sur la copie d'une mesure plus pérenne. Et finalement, elle serait reconduite jusqu'à l'année au titre de laquelle le déficit public sera résorbé. Oui, contrairement à ce qui avait été affirmé l'an passé, la CDHR devrait être pérennisée ou plus exactement s'appliquer jusqu'à l'année au titre de laquelle le déficit public sera inférieur à 3% du PIB. Le projet de loi inclut plusieurs modifications, notamment des modalités de prise en compte des revenus exceptionnels, comme pour le calcul de l'impôt sur le revenu, dans un souci de respect de la progressivité de l'impôt. Enfin, le revenu fiscal de référence serait ajusté en cas de changement de situation de famille. Dans ce dernier cas, l'appréciation du revenu imposable serait déterminée en se basant sur les 3 dernières années contre 2 en 2025. On pourrait ajouter, Estelle, que la CDHR aurait pu inciter les contribuables à limiter les revenus soumis au PFU, le fameux PFU à 12,8, tels que les dividendes, et à privilégier les revenus qui, eux, sont soumis au barème progressif. Or, compte tenu des modalités pratiques de calcul de la CDHR et donc de son faible impact effectif, ces nouveaux arbitrages n'ont pas été significatifs cette année. Venons-en maintenant à la taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales, qui n'a plus de financier que le nom, puisqu'elle est devenue, au fil des débats parlementaires, une taxe sur les actifs non opérationnels des holdings patrimoniales. Son rendement serait réduit ainsi de 900 à 100 millions d'euros en rythme de croisière, mais sans doute serait nul d'après les prévisions du gouvernement pour l'année 2026.
Alors effectivement, Marie-Pierre, l'assiette de cette taxe a été fortement réduite puisqu'elle exclut désormais la trésorerie, les actifs financiers, quand le texte initial prévoyait d'inclure dans la base taxable tous les actifs non affectés à une activité opérationnelle. Désormais, seuls certains biens non professionnels sont finalement retenus dans l'assiette de la taxe. L'accent serait mis exclusivement sur les biens immobiliers, dont le contribuable se réserve la jouissance, et sur les biens dits somptuaires tels que les yachts, les jets privés, les vins et alcools, ou encore les chevaux de course et les véhicules de luxe. Seraient néanmoins exclus tous les objets d'art, de collection ou d'antiquité. Mais si l'assiette se réduit, le taux augmente. Effectivement, et le taux augmente significativement puisqu'il serait porté à 20% dès lors que la valeur des actifs de la société excède 5 millions d'euros à la date de la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due. Ajoutons enfin que la taxe serait due par les holdings françaises ainsi que par les résidents fiscaux, personnes physiques, actionnaires de holdings étrangères. Certains aménagements ont été prévus afin d'assurer la conformité de la taxe, et notamment le texte prévoit la prise en compte des situations de double imposition, l'instauration d'une clause anti-abus, ainsi que le plafonnement de l'impôt dû par les redevables personnes physiques, et ce, afin d'éviter les critiques liées au caractère potentiellement confiscatoire de l'impôt. Le champ de la taxe ayant été réduit à des situations de suroptimisation non souhaitée, les réorganisations ont finalement été peu nombreuses. Oui, néanmoins, ce sera un sujet, bien entendu, à piloter à l'avenir. On imagine que si l'assiette de la taxe devait évoluer, il est certain que les contribuables pourraient chercher des solutions pour amoindrir l'effet financier d'une telle imposition. La professionnalisation des actifs sera alors certainement l'un des sujets prégnants. Et rappelons que la taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026 et non 2025 pour tenir compte de l'adoption tardive de la loi de finances pour 2026. Le législateur a donc le loisir de modifier l'assiette de cette taxe dans le cadre du prochain PLF, et ce, dès sa première année d'application. Et j'ajouterais, Vincent, qu'une telle taxe compliquera l'établissement des déclarations des revenus. Car si les holdings soumises à l'IS suivent les règles de l'IS, pour les holdings soumises à l'impôt sur les revenus, la déclaration du patrimoine devra être effectuée via la déclaration des revenus, étant pris en compte qu'une exclusion de l'IFI des biens soumis à la taxe sur les holdings a été votée. Il y a donc à tout le moins une question de logique à appréhender pour gérer cette nouvelle taxe. La loi de finances pour 2026 envisage plusieurs aménagements du régime de report applicable en cas d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur. Estelle, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? En cas d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés contrôlées par l'apporteur, la plus-value réalisée par celui-ci bénéficie de plein droit d'un report d'imposition. Ce report d'imposition prend notamment fin en cas de cession, rachat, remboursement ou annulation des titres reçus en rémunération de l'apport. Il en est de même s'agissant des titres apportés si cet événement intervient dans les 3 ans suivant l'apport. Dans ce dernier cas, le report d'imposition peut néanmoins être maintenu sous certaines conditions, à savoir la société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement d'investir 60% au moins du produit de cession des titres dans certaines activités opérationnelles dans les 2 ans suivant cette cession. Les conditions de maintien du report sont modifiées. Le pourcentage de réinvestissement requis passe de 60 à 70% et le délai de réinvestissement est porté de 2 à 3 ans afin de prendre en compte les cycles de l'investissement productif. Par ailleurs, le champ des activités éligibles en cas de réinvestissement du produit de la cession des titres apportés est restreint, en excluant, en plus des activités de gestion par une société de son patrimoine mobilier ou immobilier, les activités financières. La durée de conservation par la holding des titres ou biens issus du réemploi du produit de la cession des titres apportés sera allongée de 1 à 5 ans à compter de leur inscription à l'actif de la société afin de l'aligner sur le délai exigé en cas de réinvestissement intermédiaire. Enfin, si les titres sont transmis par voie de donation, le report d'imposition de cette plus-value est transféré sur la tête du donataire. Elle est imposée en son nom en cas de cession, rachat, remboursement ou annulation des titres reçus par le donataire dans un délai de 5 ans à compter de la transmission à titre gratuit. Ce délai est porté à 6 ans, 11 ans en cas de réinvestissement indirect, contre 10 aujourd'hui. Alors finalement, Estelle, ce qu'on peut
retenir et déduire de ces amendements et de ces aménagements du dispositif, c'est que le recours à l'article 150.0 ter ne doit pas être automatique. Il y a une stratégie qui doit être mûrement réfléchie au cas par cas pour arbitrer en fonction de la situation de chacun entre la partie des titres qu'on va conserver en direct et celle qu'on va apporter à la société holding. Si l'on en vient maintenant à la fiscalité de l'immobilier, plusieurs mesures méritent notre attention et parmi elles, Vincent, la création du statut de bailleur privé. Oui, Marie-Pierre, ce régime de bailleur privé ouvrirait droit, sous certaines conditions, à un amortissement forfaitaire portant sur 80% du prix d'acquisition des biens acquis en vue d'une location nue à titre de résidence principale. L'amortissement serait donc de 3,5% par an pour les logements neufs ou 3% par an pour les logements anciens, sous la condition de réaliser des travaux. Des aménagements sont également apportés au régime des loueurs en meublé. Et oui, Marie-Pierre, le projet de loi de finances pour 2026 entend harmoniser le régime fiscal de la location meublée applicable à tous les contribuables, qu'ils soient résidents ou non résidents. Ce régime s'applique de manière différenciée selon que l'activité de loueur en meublé est exercée à titre professionnel, LMP, ou non professionnel, LMNP. Deux conditions cumulatives sont requises pour l'entrée dans le régime fiscal du LMP. Les recettes annuelles doivent, d'une part, excéder un montant de 23 000 € et d'autre part, excéder les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des revenus d'activité et autres que ceux tirés de l'activité de la location meublée. Or, les non-résidents fiscaux sont imposables en France sur leurs seuls revenus de source française et les revenus imposés à l'étranger ne sont pas pris en compte pour apprécier cette seconde limite. Les contribuables non-résidents sont donc de fait susceptibles d'être soumis plus facilement au régime du LMP, voire de manière automatique en raison de l'absence ou du faible niveau de revenus d'activité imposable en France et de bénéficier de la déduction de leur perte d'autres revenus imposables en France. Afin de mettre fin à cette différence de traitement fiscal, on prendrait en compte leurs revenus de source étrangère, équivalents à ceux pris en compte en France et pour lesquels ils payent un impôt équivalent à l'impôt sur le revenu. En somme, bonne ou mauvaise nouvelle pour les non-résidents ? Marie-Pierre, là, il faudra apprécier les dossiers au cas par cas pour voir si cette nouvelle est bonne ou mauvaise. Je me tourne désormais vers toi, Vincent, car sous l'impulsion des récentes recommandations du rapport de la Cour des comptes qui a été publié à l'automne 2025, le pacte Dutreil pourrait sortir modifié de cette loi de finances. Oui, le pacte Dutreil, on le sait, il fait l'objet de discussions, de débats, de nombreux amendements, de jurisprudence, de modifications du BOFIP, bref. Et les premiers aménagements qui sont envisagés, parmi les premiers, ça consisterait à exclure du bénéfice du pacte les biens somptuaires qui ne sont pas exclusivement affectés à l'activité professionnelle de la société dont les titres bénéficieraient du pacte. La seconde mesure viserait à renforcer les engagements des bénéficiaires, d'une part en allongeant la durée de l'engagement individuel pour le porter de 4 ans, c'est le régime actuel, à 6 ans dans le nouveau régime. Enfin, et ça c'est une bonne nouvelle, le pacte réputé acquis serait maintenu, alors que dans le même temps, la mesure anti-abus qui aurait été applicable au schéma de Family Buyout, de FBO, ne serait finalement, elle, pas retenue. De bonnes nouvelles finalement. Oui. La loi de financement pour la sécurité sociale prévoit une hausse de 1,4% de la CSG, portant ainsi le PFU, la flat tax, à 31,4%. Cette mesure ne vise principalement que les revenus du capital. Les plus-values immobilières, par exemple, ne sont pas concernées par cette hausse. En effet, le taux majoré de 1,4% de la CSG amène un taux de 10,6%. En conséquence, le PFU passe de 30 à 31,4%. L'augmentation de la CSG entre en vigueur à 2 dates différentes, ce qui va quand même compliquer les choses, puisque nous aurons désormais 2 dates, le 1er janvier 2025 pour les plus-values de cession, les droits sociaux, les intérêts, les dividendes non soumis au précompte, les revenus BIC, BNC et bénéfices agricoles non imposés à la CSG sur les revenus d'activité. Et dans un deuxième temps, au 1er janvier 2026, pour les revenus soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire, l'épargne salariale, telle que la participation, PE, PEI et PERCO. Enfin, il est important de noter que certains revenus restent hors du champ de cette augmentation et seront assujettis au taux de 9,6, à savoir les plus-values immobilières, les revenus fonciers et l'épargne réglementée, tels que les CEL et les PEL.
Merci à tous les deux pour ces éclairages précieux. J'ajouterai seulement que la loi de finances pour 2026 contient d'autres mesures notables relatives à la fiscalité des particuliers, au nombre desquelles des aménagements du régime des management packages et des BSPCE, sur lesquels nous ne manquerons pas de revenir.